Le lundi 3 décembre 1934, à l'occasion du 14e banquet annuel de la Revue des Deux Mondes, le directeur, M. René Doumic, secrétaire perpétuel de l'Académie française, invite le maréchal Pétain à prendre la parole. Celui-ci ne cache pas son inquiétude de voir la jeunesse soumise à la pression de propagande mensongère. Le culte de la patrie est-il toujours cher au cœur des Français? Si notre esprit public demeure encore national, n'est-ce pas déjà trop qu'il soit menacé? Pour que l'action des élites portât tous ses fruits, il faudrait que le terrain fût mieux préparé. Or, la France n'est pas dotée d'un véritable système d'éducation nationale. Au lendemain du désastre de 1870, un grand souffle de patriotisme passe sur l'université. Celle-ci, cinglée par la défaite, entend prendre sa part du relèvement de notre pays. S'inspirant des méditations d'historiens comme Taine et Fustel de Coulanges, elle fait appel aux traditions de notre passé pour ressusciter les vertus nécessaires. C'est l'époque où Renan dénonce l'indifférence nationale et le matérialisme politique comme les causes principales de nos désastres, reprochant à la bourgeoisie et aux dirigeants de se laisser absorber par les progrès de la prospérité matérielle et par les seules questions sociales. Les nationalismes qui remplissent aujourd'hui le monde ont commencé par étendre la main à la fois sur l'éducation et sur l'instruction, pour les faire servir l'une et l'autre au profit de la communauté. En Italie, c'est le gouvernement fasciste qui, non content d'amorcer dès l'école l'apprentissage de la discipline militaire, proclame sa volonté d'assurer aux citoyens l'éducation et de donner à cette éducation un caractère guerrier. En Allemagne, c'est l'hitlérisme qui exerce sur la jeunesse la même emprise, inculque à la nation le culte de la guerre, et fort du suffrage de l'université, entraîne le pays dans les voies d'un racisme exalté. La Russie, à son tour, dans le but d'asservir l'individu à la prospérité de l'État révolutionnaire, enserre le peuple dans un cadre si rigoureux qu'aucun éducateur ne saurait s'y risquer à discuter un seul détail du régime. Ainsi se déroulent sous nos yeux les plus grandes tentatives d'éducation étatiste de l'histoire. Rassurez-vous, ce n'est pas à cette forme d'éducation que je veux vous amener. Il faut admettre pourtant que la guerre moderne, entraînant dans la lutte toute la nation, faisant participer la population tout entière aux angoisses et aux dangers, exige de tous, hommes, femmes, enfants, autant que les combattants, une forte préparation morale. Pour être efficace, sauvegarder seulement sa vertu défensive, notre système militaire, comme tout système de nation armée, demande lui aussi à être vivifié par une politique d'éducation nationale. Le point capital de cette politique, c'est l'action sur la jeunesse, par le resserrement des liens entre l'école et l'armée. Cadres scolaires et cadres militaires ont en effet une mission commune. Développer la valeur physique, tromper les cœurs, forger les volontés. Mais tandis que l'armée forme des soldats, instruments éventuels de la défense du sol, le corps enseignant prépare les citoyens, artisans permanents de la grandeur du pays. Avant de se jouer sur les champs de bataille, les destinées d'un peuple s'élaborent sur les bancs de la classe et de l'amphithéâtre. L'instituteur, le professeur, l'officier, participant à la même tâche, ont à s'inspirer des mêmes traditions et des mêmes vertus. Convaincre les éducateurs de leur haute responsabilité devant l'État,
établir la charte de l'enseignement patriotique à l'école, instituer en quelque sorte la surveillance et le contrôle de cet enseignement à travers la nation. En un mot, préciser et fixer les devoirs de tous, accorder en revanche aux maîtres la considération, le prestige, la place privilégiée que mérite la noblesse et l'étendue de leur mission. Tels pourraient être les traits généraux d'un programme capable d'assurer à notre jeunesse le bénéfice d'une doctrine virile, exaltant l'effort collectif, l'intérêt national, les gloires et les desseins de la patrie. Alors, sur le terrain ainsi préparé, l'armée, couronnement de l'école nationale, viendrait avec ses hautes leçons d'égalité, de solidarité, de discipline, d'abnégation, jeter à son tour des forces sonnantes pour le bien de la société et l'intérêt supérieur de l'État. Mais l'action sur la jeunesse serait inefficace. Si hors de l'école, où passait le seuil de la caserne, elle devait voir impunément bafouer l'enseignement qu'elle a reçu. Les pouvoirs publics disposent de l'autorité et de presse, cinéma, radiodiffusion. C'est à eux qu'il appartient d'exercer sur la société une action de tutelle dans le champ moral et social.